Alors, tout d'abord, je remercie Alain Supiot de son invitation, certes redoutable, mais qui témoigne de son attention, qui jamais mise en défaut, pour des paroles venues d'Afrique et de faire entendre dans le concert des discours érudits celui que tiennent de petites sociétés d'agriculteurs dont les fondements dogmatiques ne se laissent pas lire dans des textes écrits, mais dans des gestes et des paroles rituelles. En 1920, Paul Fauconnet, le sociologue Paul Fauconnet, dans une étude magistrale sur la responsabilité, avait déjà convoqué l'ethnologie, aux côtés de l'histoire, pour qu'elle vienne témoigner contre l'éternité des formes juridiques occidentales de la responsabilité. Condisciple de Marcel Mauss et d'Urkémien du premier cercle, Fauconnet construit explicitement son travail en opposition aux doctrines philosophiques et juridiques de son époque, dont les auteurs, qui raisonnent à partir de la conception de la responsabilité qui leur paraît vraie, je cite, « ignorent systématiquement toute règle de responsabilité étrangère au droit et à la moralité des sociétés où vivent les auteurs de ces études. Il y a des faits des responsabilités, ce sont des faits sociaux, et ce sont eux qu'il faut étudier et non s'attacher à l'idée de responsabilité. » Sur cette assise ferme, Fauconnet cherchera à démontrer que la responsabilité individuelle et subjective n'est qu'un moment du devenir historique de la notion et qu'elle serait même, selon lui, exténuée et en voie de disparaître. Au passage, l'examen serré, comparatif, qu'il conduit à propos de systèmes de sanctions collectives dans les sociétés anciennes et traditionnelles, celles qui ne sont connues que par l'observation ethnographique, l'aura amené à démontrer la rationalité contenue dans ces systèmes. C'est donc sous cette égide que je vais placer l'examen d'une forme africaine de ce que Fauconnet appelle la responsabilité solidaire de la société dans le crime. Le cas envisagé, je viens de le dire, concerne des petites sociétés agricoles où le juridique n'est pas distinct du religieux. On est dans des sociétés en régime polythéiste, où les règles et les interdits fondamentaux sont donnés à voir dans les mises en scène du rite et où le façonnage du sujet est inséparable de l'ordre rituel qui donne forme et qui fait tenir debout la société. Au tournant du siècle dernier, ce sont des sociétés de ce type que le colonisateur a rencontrées alors qu'il pénétrait au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans cette région dite du bassin de la Volta, que se partagent les pays actuels du Burkina Faso, Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin et du Togo. Il y a là tout un ensemble de peuples, de noms et de langues différentes qui relèvent d'un même ensemble culturel et linguistique qu'on a appelé voltaïque, en référence au lieu de leur implantation. Les faits que je vais évoquer devant vous proviennent d'une part des premiers grands inventaires ethnographiques qui ont été dressés dans cette région du monde avant 1920 et de l'autre de mes propres enquêtes qui, elles, ont été menées à partir de 1980. Entre ces deux moments de l'observation, donc les 20 premières et les 20 dernières années du siècle dernier, la vaste entreprise de modernisation de l'Afrique par le droit a eu le temps de bouleverser quelque peu le paysage, et je ne peux parler de la responsabilité dans ces sociétés africaines sans évoquer les effets de ce bouleversement. La rencontre entre les cultures juridiques occidentales et les systèmes rituels africains a donné le jour, dit-on habituellement, à un pluralisme juridique. C'est gentil, c'est un euphémisme. De façon plus exacte, Vincent Mbambi parle, lui, d'une guerre des normes. Il sait de quoi il parle, il est avocat au barreau de Kinshasa, au Congo. Ce n'est pas le lieu ici de retracer cette guerre de normes, mais il faut retenir que les systèmes normatifs endogènes n'ont eu droit de la part de l'administration coloniale qu'à une reconnaissance en trompe-l'œil. Mbambi rappelle notamment que la coutume, puisque tel est le nom qu'on donne au système normatif non écrit dans notre droit occidental, ne pouvait s'appliquer que dans les cas de silence de la loi écrite, et pour autant qu'elle ne soit pas contraire à l'esprit de celle-ci. Au nom du respect de l'ordre public colonial, bien des coutumes ont été purement et simplement proscrites. Et de façon générale, en matière de crimes et délits, c'est le droit pénal occidental qui a partout été imposé.
De cette guerre des normes, on peut l'imaginer, le système des règles et des interdits qui font de l'ordre rituel des sociétés traditionnelles n'en est pas sorti indemne. À l'inverse de ce qu'affirment un certain nombre de juristes, et parfois non des moindres, les catégories du droit occidental ne sont pas de simples formes neutres, susceptibles d'absorber n'importe quel contenu historique, n'importe quelle tradition. Comme y insiste à juste titre Alain Supiot, le droit emporte avec lui une manière proprement occidentale de lier les dimensions biologiques et symboliques constitutives de l'être humain. Et ce faisant, il impose une nouvelle façon, une façon propre d'instituer la raison. Des pans entiers, donc, de cet ordre rituel se sont vus frappés par la censure coloniale au nom de la civilisation et sont tombés en désuétude. En 1950, dans certaines régions d'Afrique, il n'était déjà plus possible pour un anthropologue de se faire une idée précise des processus traditionnels d'imputation de la responsabilité et des mécanismes de réparation et des sanctions que déclenchait l'acte homicide, tant les croyances et les rites liés à l'homicide avaient déjà fait l'objet d'une réinstitutionnalisation sur le modèle d'un droit importé. Dans les régions qui nous occupent, cette modernisation par le droit pénal de la question de l'homicide n'a pas nécessairement été dans le sens d'un progrès, précisément en matière de responsabilité. Les sociétés voltaïques ont en effet élaboré une réponse extrêmement complexe et circonstanciée qui prend en charge des aspects de l'homicide qui ignorent totalement nos constructions juridiques et pénales. Je ne fais pas allusion ici au mécanisme bien connu de la vendetta, ni à celui d'une forme de bannissement de celui qui a tué du fratricide. Les deux sont en vigueur, dans les sociétés en question, étaient en vigueur, mais le discours qu'elles tiennent sur la question de l'interdit du meurtre ne s'arrête pas là. Tout d'abord, contrairement à l'idée reçue, selon laquelle ces sociétés ne connaîtraient que la notion de responsabilité collective, on retiendra que tout auteur d'un homicide, quelles que soient les circonstances de son acte, et la question de l'intention n'est jamais prise en compte, faisait l'objet d'un traitement particulier. Aussitôt son acte porté à la connaissance de ses proches, il était pris en charge par des spécialistes d'une médecine du meurtre. Au terme d'un très long et complexe processus rituel, ces spécialistes installaient dans la maison du meurtrier un autel dédié à la victime, auprès duquel il allait devoir, sa vie durant, rendre un service sacrificiel. Des données dont on dispose sur le déroulé de ces prises en charge rituelles, il ressort qu'elles avaient pour objet de traiter la sorte d'intrication des corps et des individualités respectives de l'homicide et de sa victime qu'avait suscité le geste meurtrier. Chercher à délier ce premier nouage impossible en lui substituant un lien de type cultuel, telle était la tâche des spécialistes. La croyance partagée était qu'en l'absence de ce rite de désintrication, le meurtrier, à jamais aliéné à sa victime, finissait par succomber. Cette dette sacrificielle du meurtrier, qui ne s'éteint qu'avec sa mort, est la façon dont ces sociétés imputent à l'auteur d'un homicide la responsabilité d'avoir ôté une vie en provoquant une forme de mort qui, dans la symbolique du groupe, confère à la victime un statut de mauvais mort. On mesure l'écart avec la responsabilité pénale en nos systèmes juridiques. En regard du type de rationalité que ces derniers mettent en œuvre, il peut paraître excessif, voire effrayant, que l'acte d'homicide puisse ainsi engager son auteur dans un processus sacrificiel qui n'a d'autre terme que sa propre mort. Mais on peut aussi y voir la reconnaissance sociale d'une dimension de l'acte d'homicide que nos sociétés refoulent. Ce pan du discours sur l'interdit du meurtre s'est trouvé en partie ruiné par l'instauration de juridictions pénales régionales et la prise en main des crimes et délits par l'appareil juridico-policier moderne. Mais il est tout un autre pan de ce discours qui s'est maintenu, et de nos jours encore, des faits en attestent de la vigueur. Verser le sang d'un autre sur le sol est un acte qui, en la majorité de ces peuples du bassin des Volta, tombe sous le coup d'un interdit de type religieux qui frappe différentes catégories de sang versé sur la terre.
La rupture d'un tel interdit engage une toute autre procédure rituelle que celle que je viens d'évoquer et nécessite des opérations sacrificielles menées sur le lieu même où le sang humain a coulé. Ces opérations sacrificielles sont menées par un personnage appelé le gardien de la terre. Et elles impliquent parfois aussi la présence du meurtrier ou de ses proches, parfois la présence de la famille de la victime. Ce rite sacrificiel reçoit différentes dénominations selon les groupes: ramasser le sang, aplanir le sol ou encore raser le sanctuaire de la terre. Son enjeu est de taille, puisqu'il s'agit de conjurer une forme de détérioration de la portion de terre où le sang a coulé. Menacée par le dessèchement et la stérilité qui peuvent s'étendre à toute l'aire rituelle ainsi frappée par le sang, la terre en question ne peut plus s'offrir comme territoire à la communauté qui vit sur son sol. Cet autre aspect de la question de l'interdit du meurtre m'amène à aborder une toute autre forme de responsabilité que celle imputée à l'auteur d'un acte d'homicide. Et cette autre forme de responsabilité est celle qui incombe au gardien de la terre. On retrouve cette institution sous des réalisations à peine différentes dans toutes les sociétés voltaïques, à de très rares exceptions près, qui toutes s'expliquent par l'histoire. Et l'on comprend très vite pourquoi. Le gardien de la terre est en effet la clé de voûte du système des interdits fondamentaux. Il en est le garant. C'est moi qui me dessèche. Le nom même donné à sa charge le fait entendre. En toutes les langues voltaïques, il s'agit d'un composé nominal qui est construit autour d'un premier terme qui sert à désigner la terre, en toutes les acceptions que ce terme peut prendre, aussi bien le sol que la matière terre, le territoire du village, que la terre construite comme instance souveraine auquel les hommes adressent leurs prières et les rites. L'autre terme qui entre en composition sert toujours à indexer une relation singulière d'appartenance entre un homme ou une femme et une chose, un lieu, un animal, d'autres hommes, une fonction. Selon le mot avec lequel il entre en composition, ce deuxième terme peut se voir différemment traduit, mais quand il désigne le détenteur d'une charge rituelle, il prend le sens de responsable de, avec une nuance de vocation à, de présence à. Pendant très longtemps, ce terme a déjoué la sagacité des linguistes et les premiers observateurs, projetant largement leur propre catégorie de pensée sur ce qu'ils rencontraient, ou peut-être parce qu'ils ne soupçonnaient pas l'existence de telles nuances dans les langues de peuples qui étaient quand même appréhendées comme primitifs. Donc, pendant très longtemps, ce second terme a été traduit par les titres de détenteur, par les titres de maître de, chef de, propriétaire de, quand il servait à fabriquer les titres des détenteurs de charges rituelles. Cette mésinterprétation originelle trouble encore de nos jours les analyses qui sont conduites sur ces personnages que, pour ma part, je préfère appeler gardiens de la terre. La mission du gardien de la terre n'est pas de commander, mais de tracer la limite. Lui seul peut prendre en charge les gestes du partage et du don de terre. Lui seul peut déterminer ce qui est droit dans les situations où se trouve engagée la terre du village et par suite tous les habitants que cette terre porte. Situation où se trouve engagée la terre suite à la rupture par l'un des habitants d'un interdit fondamental. Lui seul peut conduire les rituels sacrificiels de réparation pour rétablir dans son état antérieur la terre et la communauté qu'elle porte. On a pu rapprocher ce personnage de la figure du Rex en sa forme archaïque, telle que Benveniste en a dessiné les contours à partir de l'étude de tout un ensemble de termes, tous issus du droit et de la religion, et qui sont liés à l'histoire de ce mot dans les langues indo-européennes. Le Rex archaïque, nous dit Benveniste, je cite, « plus prêtre que roi, au sens moderne, était celui qui avait autorité
pour tracer l'emplacement des villes et fixer les règles, déterminer ce qui est au sens propre droit. Il y aurait donc comme une insistance anthropologique à penser ensemble la délimitation des terres et les règles qui permettent de maintenir l'harmonie de la cité, du royaume. La relation du gardien de la terre au domaine où il exerce son autorité n'est pas celle d'un possédant et encore moins celle d'un propriétaire. Le gardien de la terre est la terre. Lorsqu'il est revêtu des insignes de sa charge, c'est l'instance terre elle-même qui se trouve rafraîchie. On ne peut pas posséder ou être propriétaire de ce que l'on est. La propriété n'émerge, pourrait-on dire, que dans une forme de déterritorialisation, lorsque l'homme tient la terre devant lui comme un objet distinct de lui. L'absence de distinction entre le tenant de la charge rituelle et la terre, on la saisira encore dans ce fait que le gardien de la terre est le seul de tous les hommes et femmes du village qui jamais ne doit fonder rituellement sa demeure. Là où il se tient, là est sa maison. Littéralement, le gardien de la terre est celui qui fait habiter. Il fait du territoire à partir de sanctuaires boisés. Il les pose et les donne aux différents lignages qui viennent s'installer sur le domaine où il exerce une autorité rituelle. À chaque lignage son sanctuaire, son lieu où il respire, où il prend telle une plante. Il donne aux maisons leur assise, aux champs leur commencement. Mais si l'on suit de près ces gestes rituels qui instituent les lieux des dieux comme les lieux des hommes, on s'aperçoit que les limites qu'ils tracent ne sont pas rectilignes. Ce qu'ils tracent, ce sont des formes libres, plus ou moins circulaires, autour d'un arbre, d'une petite forêt, d'une première case. C'est que le gardien de la terre n'est pas un architecte ni un géomètre. Ce qu'il cherche à faire apparaître, ce ne sont pas les plans d'une ville, d'un village, des champs ou de la maison, mais leur ombilique, ces lieux circonscrits où un commerce sacrificiel avec les dieux sera possible. Le gardien de la terre, en ses fonctions, établit donc les points d'ancrage du réseau des liens sacrificiels entre les hommes, la terre et le ciel. Pour résumer, il rassemble sur lui les gestes et les rites par lesquels des lieux sont aménagés à la surface de la terre de manière telle qu'ils puissent s'offrir aux humains comme autant de territoires où pourront croître et se multiplier les lignées humaines, les cheptels, les récoltes. Ce qui donne autorité à son dire comme à ses gestes, c'est le statut que lui assigne le mythe d'être le descendant d'une créature céleste issue d'un monde de l'origine où la terre et le ciel n'étaient pas encore séparés. Témoin de cette séparation, l'ancêtre des gardiens de la terre est un commencement absolu. Il est né sans qu'un ventre de femme ne l'enfante. Il n'a ni père ni mère. Par un sacrifice inaugural, l'ancêtre mythique fera croître les semences de toutes choses, alors en germe dans la terre des commencements. Le gardien de la terre, on l'a dit, veille au respect des interdits comme à l'observance des rites. Non pas tous les rites, non pas tous les interdits, mais tous ceux dont la transgression vient mettre en péril son inlassable travail rituel de territorialisation. C'est de ce noyau qui touche à l'essentiel, le meurtre, la reproduction humaine, la mort, qu'il est tenu comptable. La liste de ces interdits, à peu près identique dans toute l'ère voltaïque, a longtemps dérouté les observateurs occidentaux, tant elle paraît hétérogène. Sont en effet placés sur le même plan des actes qui, selon les critères du droit occidental, peuvent être qualifiés de crimes ou de délits, comme le meurtre, la bataille rangée, le vol, avec d'autres dont on ne voit pas quelle est au juste la nature transgressive. L'agriculteur qui se blesse au champ pendant la période des récoltes, une femme qui accouche en dehors de la maison, des relations sexuelles en brousse, etc. Une autre série d'interdits a pour objet non plus des catégories de sang versé, mais des catégories d'épaves. Le vagabond, le cadavre d'un inconnu qu'on découvre au milieu de son champ. La transgression dans ces situations est encore plus difficile à déterminer. Il semble que ce soit le fait même d'être sans lien, sans lieu, sans attache,
ou plus juste sans appartenance, qui constitue l'objet de l'infraction. Enfin, le noyau dur de ces interdits concerne la remise en cause des limites territoriales du domaine du gardien de la terre et la vente de la terre. Ce qui lie tous ces interdits dans l'esprit de ceux qui les observent, c'est le fait que leur non-respect entraîne nécessairement une sanction collective, doublée parfois, s'agissant du noyau dur, d'une sanction individuelle qui n'est autre que la mort. Sanction collective qui se manifeste par des effets destructeurs de ce qu'après Deleuze, Guattari et puis Augustin Berg, j'appellerais l'écoumène. Il faudrait évidemment plus de temps pour réduire cette apparence incohérente et de montrer au cas par cas comment chacun de ces interdits vient dire en creux la nature sacrificielle du tissu social. Les versements de sang humain sur le sol, comme les choses déliées de toute appartenance, remettent en question la grande fiction sacrificielle, la grande fiction rituelle du sacrifice. Tous ces événements sont perçus comme autant d'accros dans la grande toile sacrificielle. Bon, l'image est de Marcel Mauss, elle ne doit rien à l'ère du numérique. Grande toile sacrificielle dont le gardien de la terre a établi les principaux points d'ancrage. Et c'est par ces déchirures que s'engouffrent les maux de la terre, sécheresse, stérilité, maladie. À terme, si la situation se prolonge, l'Assemblée des co-sacrifiants fera entendre dans l'enceinte des sanctuaires boisés la menace d'un départ en masse des villageois. Et ils feront subir aux gardiens de la terre les mêmes souffrances que celles qu'ils endurent. Il devra rester debout, au soleil, sans boire, des jours durant, jusqu'à ce qu'ils trouvent les causes de tels malheurs qui s'abattent sur la communauté. Sous la toile sacrificielle déchirée, ce qui surgit ainsi, c'est l'autre face de la terre des commencements, sa face sombre, la face sombre d'une chose qui avale les morts, qui avale tout ce qui est délié sur la terre, tout ce qui est devenu indifférencié d'avoir été délié des généalogies, la terre qui frappe et qui tue. Alors, je n'ai pas de grandes conclusions sur ce que pourrait être la nature d'une telle responsabilité. Je crois avoir essayé de la faire entendre de façon sensible. Je pense que ce qu'il faut en retenir, bien sûr, en prenant garde que toute métaphore n'ait pas raison, mais c'est quand même l'idée qu'ont élaboré ces petites sociétés villageoises du cœur de l'Afrique. Ils ont élaboré l'idée d'une responsabilité collective qui ne se monnaie pas, quand ce qui est en jeu, ce sont les conditions de possibilité pour une communauté de vivre en humain.